Bonsoir à tous. Merci d'être venus, d'avoir combattu les grèves. Merci au Bon Coin de nous accueillir. Merci à Nico d'organiser, c'est vraiment cool. Je me présente rapidement, je m'appelle Antoine Viau, je suis développeur full stack freelance. Mes techs de prédilection, c'est du PHP 5 Symfony 2, avec lesquels je fais régulièrement du REST. Et ce REST est consommé par du JavaScript et de l'Angular. Donc ce soir, on va parler sécurité dans les API REST. Ça va être surtout un talk plutôt didactique. On ne va pas aller sur les dernières techs, les hypermédias, ce genre de choses. On va commencer par faire juste un petit rappel de REST. Ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on partira d'une simple requête et on va la faire attaquer par un vilain. On va la protéger, la faire réattaquer par le vilain, puis la reprotéger, etc., etc. Et on terminera avec juste une revue rapide de deux standards en termes de sécurité REST, c'est-à-dire SWT et OAuth. Donc quelques rappels sur REST. Donc REST, défini par Refleading dans sa thèse, etc., etc. C'est donc un style d'architecture pour les API qui repose sur les standards du web. Ça veut dire que d'un côté, on a HTTP pour le transport. Pour la modélisation des données, on dispose des URL. L'idée étant de composer des ressources pointées par ces URL. Et ensuite, pour manipuler ces ressources, on utilise le protocole HTTP et en particulier les verbes HTTP. Donc, les quatre plus connus, get pour récupérer une ressource, post pour créer une ressource, put pour modifier une ressource, il y a patch aussi, grand débat, delete pour effacer une ressource. Et un point très important quand on travaille sur des API REST et qu'on les utilise, c'est que une API REST est stateless parce que HTTP est stateless par définition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux requêtes sont indépendantes l'une de l'autre. Et dans un principe RESTful, il n'y a pas de session, il n'y a pas de cookie, parce qu'une API REST n'est pas forcément consommée par un navigateur, ça peut être consommé par une appli mobile, ça peut être consommé par un serveur. Donc là, je vous ai donné deux petites requêtes en exemple, toutes simples. Hein, on récupère sur apidomain.com en version 1 le user 123. On poste sur le même domaine, apidomain.com v1 user, donc on crée un user. Alors justement, on va partir d'une requête toute simple. On va s'imaginer dans un monde bancaire où on récupère les comptes bancaires d'un utilisateur. J'ai fait ma requête, elle me retourne un résultat qui est du JSON où je vois les différents comptes et leur solde. Donc on est content, ça marche. Bon. Petit problème, c'est que juste avec cette requête, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai accès au compte de l'utilisateur 2. Puis je peux mettre 3, 4, 5, 10, 20, 30, etc. On accède à tous les comptes de tout le monde, il n'y a absolument aucune protection, il n'y a rien, c'est la cata. Première étape, qui est plus une bonne pratique qu'autre chose, on va éviter d'utiliser des identifiants qui soient des numéros qui se suivent. On va typiquement utiliser des choses issues d'algorithmes UUID qui sortent des nombres aléatoires sur un range très 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 grand. Déjà avec ça, on peut éviter le classique et je teste toutes les combinaisons 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui casse. Maintenant, ça ne suffit pas. Il suffit que quelqu'un connaisse simplement ce fameux ID et puis n'importe qui peut y accéder. Donc première étape, on va authentifier notre requête. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure à propos du stateless. On a un exemple typique là, c'est-à-dire que chaque requête, on va devoir l'authentifier. Il ne s'agit pas de dire je m'authentifie une fois, c'est stocké quelque part, etc. et ça vit tout seul. Non, non. On va continuer à authentifier chaque requête à chaque fois qu'on utilise l'API. Ici, je vous montre deux méthodes dont on peut passer par les paramètres d'URL. Donc là, je m'authentifie avec un login et un mot de passe. On peut aussi faire passer l'information dans les headers et on peut même respecter typiquement le protocole HTTP Basic Route. Donc on est content. Je suis l'utilisateur 1. Enfin plutôt, je suis l'utilisateur mon@email.com et j'utilise mon password AZERTY et si j'ai accès à l'utilisateur 1, c'est bon, je peux accéder aux données de l'utilisateur 1.
ce moment-là, on a encore un petit problème, c'est qu'en l'état, ceci circule en clair sur le réseau. Et il y a des logiciels fabuleux comme Wireshark qui permettent de regarder ce qui se passe sur un réseau. Donc vous vous connectez à vos comptes bancaires depuis Starbucks ou McDo, c'est pas super bien protégé. Résultat des courses, quelqu'un arrive, sniffe le réseau, et qu'est-ce qu'on voit ici en plein dedans? Ah, mon login et mon password. Donc là, en termes de sécurité, c'est la cata. C'est d'autant plus la cata que, comme on le sait, les utilisateurs ont tendance à toujours utiliser les mêmes logins et passwords. Et donc là, il a accès à mon mail, à mes comptes bancaires, etc. Essayez pas, hein, Azerty, c'est pas mon mot de passe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? On va commencer par dire qu'on va éviter de faire circuler le mot de passe en clair sur le réseau. Pour ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le hacher. Alors, qu'est-ce que c'est que le hachage? C'est une fonction, il y en a plusieurs, MD5, SHA-1, SHA-256, dont le principe est de prendre des données, typiquement une chaîne de caractères, un mot de passe, et d'en faire une empreinte. La particularité de cette empreinte, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Ce n'est pas parce que j'ai une empreinte que je peux retrouver le mot de passe. Donc, de fait, si je fais ma requête, cette fois-ci en envoyant l'empreinte, mon mot de passe est protégé des attaques réseau. Le serveur reçoit la requête, extrait l'empreinte, et qu'est-ce qu'a fait le serveur? Évidemment, il n'a pas stocké les mots de passe en clair, on retrouve le même problème. C'est un des cas les plus récurrents, à savoir une base de données a été compromise, récupérée. On a encore eu une annonce il n'y a pas très longtemps avec LinkedIn qui a annoncé que... alors vous allez rire, il y a une vieille base de données de 2012 qui a été diffusée par des hackers sur tout le réseau. Génial. Et donc, ce qu'il y a dedans, évidemment, ce sont des empreintes et non pas des mots de passe. Alors, il faut savoir qu'on retrouve encore pas mal à droite à gauche des bases de données avec des mots de passe en clair. Donc là, on est content, on a une empreinte. Le serveur vérifie que l'empreinte est la même après la fonction de hachage. On se dit qu'on n'est pas trop mal sécurisé. En fait, pas du tout. Parce qu'avec une petite recherche Google, on tombe sur des choses comme des dictionnaires de hachage. C'est tout bête. Ils vont prendre tout un tas de mots, ils vont faire l'empreinte dans différentes fonctions de hachage, et puis ensuite, si jamais ils récupèrent une base de données compromise, eh ben, ils vont regarder ce qui match, et ils vont essayer de récupérer les mots de passe de cette façon-là. Et comme vous voyez sur Google, c'est pas très difficile à trouver. Donc comment faire? Une solution possible, c'est de rajouter un salt. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simplement que nous, au moment où on va créer les empreintes de mots de passe, on prend le mot de passe en clair qui nous a été donné par l'utilisateur, on rajoute une chaîne de caractères que nous seuls connaissons, et ensuite on fait l'empreinte. Là évidemment les dictionnaires ne marchent plus parce que, surtout si on utilise une chaîne de caractères un peu complexe comme celle qu'il y a sur l'écran, ça va être difficile de faire des dictionnaires qui prennent toutes les celles possibles. Donc là, on dit qu'on est pas mal, le mot de passe ne circule pas en clair sur le réseau, on ne peut pas le récupérer même si la base de données est compromise. Mais en fait, dans le cadre d'une API REST, bah non, toujours pas, ça ne fonctionne pas. Parce que si notre vilain, il est avec son Wireshark et puis il capte nos requêtes, bon, il a vu qu'on faisait un get slash user 1 accounts avec un login et un mot de passe, une empreinte, ok, il ne trouvera pas nos mots de passe. Mais par contre, il voit très bien qu'on authentifie notre requête de cette façon-là, et il peut très bien recommencer, faire un delete, un put, un get, essayer tout un tas de combinaisons pour voir si ça marche. Donc là, on est un peu bloqué. Solution qu'on peut faire, c'est de faire une sorte de mot de passe temporaire, ce qu'on appelle ça un token, un jeton. Donc l'idée, quelle est-elle? Notre client va s'authentifier une première fois avec son login et son password, son empreinte de mot de passe. En échange de quoi, le serveur va lui renvoyer un jeton, un token, qui sera tout simplement, qui pourrait être une session, mais ce n'est pas une session, et qui va permettre ensuite de s'authentifier sur un laps de temps donné. Donc déjà, là encore, on a un peu augmenté notre niveau de sécurité, c'est pas mal, mais on a toujours finalement le même problème, à savoir que si je décide que ma session dure 20 minutes, une demi-heure, une heure, ça fait une fenêtre de temps pendant laquelle le vilain, il continue d'écouter le réseau avec son Wireshark, il récupère la requête, il voit le token, et il se dit bah, je vais essayer de l'appliquer immédiatement. Ah, pas de chance, il vient d'effacer tous mes comptes bancaires. Bon, toujours embêté. Donc qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? On peut signer notre requête. Donc le principe,
c'est qu'on va prendre notre requête, c'est-à-dire son contenu, son URL, les paramètres qu'on lui passe. On va prendre ce paquet. On va prendre aussi une clé privée. Une clé privée qui sera, pour simplifier les choses, une sorte de mot de passe qui n'est connu que du serveur et que du client. On va prendre ces deux éléments, on va les faire passer dans une fonction de hachage cryptographique qu'on appelle hashMAC, qui est comme une fonction de hachage classique, comme un MD5 ou un SHA-1, à la différence près qu'on inclut la clé privée et donc on obtient une empreinte cryptée. De fait, on obtient ainsi une signature. Donc, le client prend sa requête, prend sa clé privée, passe ça dans la fonction de hachage, en ressort une signature, et il l'envoie avec la requête. Le serveur reçoit le tout, et il va faire exactement le même processus. Il va prendre la requête, il va prendre la clé privée que lui aussi connaît, mettre tout ça dans la fonction de hachage, sortir la signature, et il va simplement comparer pour voir si les deux signatures sont identiques. Si ce n'est pas le cas, il va refuser la requête. Alors notre vilain, lui, il a capté cette requête avec la signature, très bien, il se dit ok, bah, je vais la modifier, je vais faire un delete à la place d'un get. Allez, et en faisant ça, il change la signature, et donc c'est plus valide, donc notre vilain est bloqué. Mais, comme il a vu qu'il était bloqué, il s'est énervé, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est mis à envoyer la requête en boucle avec la signature. Vu que la requête n'a pas bougé, ben, il peut s'amuser à la renvoyer 36 000 fois. On peut dire que dans le cadre d'un get, c'est pas dramatique, quoique, on n'en sait rien. Mais alors dans le cadre d'un post, où on se met à créer des données ou à modifier, là les conséquences sont vraiment dramatiques si jamais derrière c'est pas contrôlé. Donc comment faire encore une fois pour régler ce problème? L'idée c'est d'ajouter dans notre requête et dans notre signature un timestamp. Donc c'est tout simplement un marqueur de temps. Un timestamp étant généralement le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970, ce qu'on appelle le temps Unix. Donc je prends ma requête comme tout à l'heure, son URL, son contenu, ses paramètres, mais j'ajoute le timestamp. Je prends la clé privée que je dispose, je mets tout ça dans ma fonction de hachage, j'ai une empreinte cryptée qui donc inclut le timestamp. Et j'envoie tout ça au serveur avec le timestamp en paramètre. Le serveur reçoit tout ça, fait comme tout à l'heure, même processus, prend la requête, prend la clé privée, passe dans la fonction, génère une empreinte cryptée, mais cette fois il va pouvoir vérifier le timestamp, notamment s'il a stocké préalablement le timestamp de la dernière requête. Et donc s'il voit que ça ne colle pas, il va se rendre compte que c'est une requête qui est rejouée, parce qu'on ne peut pas jouer une requête qui a déjà existé. Donc à ce niveau-là, on n'est déjà pas trop mal. Maintenant, dans tout ce que je vous ai raconté depuis le début, on a toujours un souci, c'est que je vous dis qu'on est en HTTP. Et depuis le début, on a notre vilain, il est à l'écoute sur le réseau avec Wireshark, et tout est en clair. Donc là, point de salut, HTTPS, qui est globalement la solution indispensable si on veut sécuriser une API REST. Donc HTTPS, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une couche au-dessus de HTTP, SSL, qui va nous garantir trois choses. La confidentialité, c'est-à-dire que les données qui seront échangées seront cryptées, et donc le vilain ne pourra pas les récupérer, les comprendre. L'intégrité, ça nous garantit que ce qui part est strictement identique à ce qui est arrivé, ou plutôt, ce qui est arrivé est strictement identique à ce qui est parti. Et aussi, on est garanti que lorsque l'on fait une requête au serveur, c'est bien à ce serveur-là qu'on fait et que le flux n'est pas dérouté quelque part ailleurs. Donc avec ça, on pourrait presque se dire, bah, c'est pas mal, finalement on n'a qu'à faire du HTTPS partout, c'est le plus simple, pourquoi je me complique la vie avec des tokens, des choses comme ça et autres? Bah, tout simplement parce que bon, déjà HTTPS c'est une mise en œuvre qui est un peu complexe en fonction de la situation dans laquelle on est. Et l'autre inconvénient aussi, c'est que lorsqu'on utilise HTTPS, on peut se dire qu'on envoie systématiquement l'email, le mot de passe, etc. Et donc ça veut dire côté serveur, des traitements, de la consultation de base de données à chaque fois, ce qui n'est pas terrible. La solution du token est encore très intéressante parce qu'on va le voir, elle n'oblige pas forcément à faire cela. Autre chose très importante, je vous ai parlé de clés, lorsqu'on faisait la signature de requête. Il faut considérer les clés comme autre chose qu'un simple login et mot de passe.
Là, je vous ai montré une clé publique et une clé privée. Alors, on peut traduire ça par une clé d'API, c'est le terme qui est souvent réutilisé dans les documentations, et un secret. Alors, les essayez pas non plus, hein, je les ai trafiqués, ils ne marcheront pas. À l'origine, c'était du Amazon Web Service. Le gros avantage des clés, contrairement aux mots de passe, c'est que comme nous sommes dans un cadre où les API sont surtout destinées à faire communiquer des machines entre elles, on n'a pas la problématique de « Ah oui, mais alors il faut choisir un nouveau mot de passe, il faut que mon utilisateur le valide, et il faut qu'il y ait tant de caractères, des chiffres, des lettres, etc. » Là, ce sont des machines qui génèrent des clés pour d'autres machines. Et donc, typiquement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pouvoir générer autant de clés que nécessaire selon les circonstances. Je vous donne un exemple. Vous avez une appli mobile qui fait, je sais pas, qui utilise l'API de Twitter, par exemple. Des petits malins prennent votre appli, la désassemblent et regardent ce qu'il y a à l'intérieur. Et supposons que vous utilisiez juste une seule clé pour votre appli. Ils récupèrent votre clé, ça y est, ils ont accès à votre API, c'est le drame. Or, le gros avantage, c'est que comme on peut générer autant de clés qu'on veut, eh ben, on peut s'arranger pour créer une clé par compte utilisateur. Ce qui fait que notre vilain, il prend notre application mobile, il l'ouvre, il la désassemble, il chope la clé, mais ce sera la clé d'un utilisateur, ce ne sera pas la clé de tous les utilisateurs. Donc vous le verrez souvent à travers les documentations d'API, possibilité de générer des clés, parfois de façon limitée, parfois de façon quasi automatique. Alors en termes d'implémentation, qu'est-ce qui existe? Aujourd'hui, le standard qui est peut-être le plus reconnu et le plus apprécié, c'est JWT, les JSON Web Token. Et là, vous allez voir, on retrouve exactement ce dont je vous ai parlé. Alors, pourquoi c'est bien? D'abord, c'est un standard. Ça suit une RFC. C'est compact, puisque on va le décoder, mais ça tient vraiment dans un espace limité. Et ils sont autonomes, c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'on a dans un token JWT? On a d'abord un header qui va simplement dire, d'abord que c'est un JWT, et qui va aussi indiquer quel algorithme il utilise. Ensuite, on a le payload qui va contenir ce qu'ils appellent les claims. Alors les claims, en fait, ce sont les informations que vous voulez faire transmettre entre vous et le serveur d'API. Et enfin, en dernier, on aura la fameuse signature qui est donc générée à partir de l'algorithme indiqué dans le header et qui est générée à partir de cet algorithme, mais aussi évidemment au niveau de termes de contenu, du header, du payload et de la fameuse clé privée que vous voyez ici. Le résultat, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères en base 64, séparée juste par des points. Vous voyez que c'est vraiment le format le plus basique qui soit. Alors ce qui nous intéresse dans JWT, ça va être ce qu'on a dans le payload notamment. On a les claims. Alors on les divise en trois parties. Reserved, public et private. Aucun des claims n'est obligatoire. Mais si vous les utilisez, vous devez bien les utiliser. En l'occurrence, si vous faites du reserved, vous devez utiliser spécifiquement ces codes-là. ISS, sub, OD, exp, NBF, IAT, JTI. Chacun a un rôle bien précis, typiquement expiration time, issued at et identifier. Et là, on retrouve les problématiques de timestamp, de requêtes signées, etc., etc. Sur la partie publique, en fait, l'idée est juste de suivre ce qui est indiqué dans l'autorité d'assignation des noms d'Internet, la fameuse IANA. Donc là, vous allez sur la documentation et vous voyez ce que vous pouvez utiliser. Ce sont des choses assez standards, hein, nickname, picture, gender, birthday, email, etc., etc. Et enfin, la partie privée, elle ne concerne que vous. Vous mettez ce que vous voulez dedans, il faut juste éviter de collisionner avec les deux autres parties. Alors le grand intérêt des deux premières parties, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire que vous faites circuler un jeton qui peut se balader d'une API à une autre API, pour peu qu'elle respecte JWT. Vous avez la possibilité de réexploiter ces parties-là. JWT, autre gros avantage, les implémentations. Vous allez sur le site, c'est un festival. Là, je vous en ai mis une toute petite partie. Hein. Là, en fait, il y a 4 pages comme ça. Vous avez des librairies pour à peu près tous les langages, les frameworks, du Symfony, du Node, il y a du Go, il y a du Helm, il y a du Haskell, il y a du Rust, il y a tous les trucs les plus ésotériques qui soient. Donc c'est vraiment prêt à être utilisé, vous pouvez y aller.
Alors, un petit détour par OAuth. Je ne vais pas trop m'approfondir sur ce sujet-là parce que ça demanderait un meet-up à lui tout seul. OAuth, en fait, c'est quelque chose dont vous vous servez régulièrement sans trop le savoir. À chaque fois que vous vous connectez, vous vous inscrivez sur un site et que vous utilisez votre login Facebook, Google, LinkedIn, GitHub, Twitter, etc., etc. Alors, comme je vous l'ai dit, ça mériterait un meet-up à lui tout seul parce que OAuth a évolué. On est passé d'abord de la 1.0 à la 1.0a, puis maintenant on est à la 2.0. Il y a eu des guerres internes aussi qui ont fait qu'on ne sait pas trop ce qu'il faut utiliser. Aujourd'hui, généralement, c'est la 1.0a qui est plutôt recommandée. En plus, en OAuth, vous avez plusieurs façons de l'utiliser. Il y a ce qu'on appelle le one leg, le two leg, le three leg. Là, je vous montre le schéma le plus classique et le plus courant. Qu'est-ce qu'on a? On a un resource owner. Typiquement, c'est vous. Et vous, vous avez des ressources qui sont stockées sur un serveur. Donc, par exemple, Twitter, il y a vos tweets. Et vous êtes le propriétaire du compte Twitter. Parallèlement, vous avez un authorization server, qui sera chez Twitter aussi. Et vous avez une application qui, elle, voudrait pouvoir récupérer vos identifiants, éventuellement un certain nombre d'autres données qui sont chez Twitter. Cette application, le client ici, va faire une demande d'autorisation auprès du serveur d'autorisation en lui indiquant ce qu'il veut, ce qu'on appelle le scope. Pour ceux qui ont un peu travaillé avec les SDK Facebook, vous le retrouvez tel quel, scope, je veux ça, ça, ça et ça. En échange de quoi, le serveur d'autorisation va enclencher une procédure de validation par l'utilisateur, et typiquement, c'est la fenêtre où vous voyez cette application veut accéder à votre mail, à votre date de naissance, à vos comptes bancaires, etc., etc. S'il valide, vous recevez un code d'autorisation que vous renvoyez pour obtenir un jeton d'accès. Et à partir de là, vous avez accès totalement à l'API qui est sur le serveur de ressources. Aujourd'hui, ce qu'on retrouve souvent comme retour de jetons d'accès, c'est effectivement SWT. Donc, c'est à peu près le tour rapide de la question. J'ai cherché à faire quelque chose d'assez simple. Évidemment, on pourrait approfondir le sujet en long, en large, en travers. Il y a plein d'aspects à travailler, notamment sur le côté de OAuth. Je vous invite à regarder toutes ces docs-là et alors surtout à vous rendre compte, parce que c'est quelque chose dont j'ai moi-même souffert et que j'ai vu beaucoup, c'est qu'on a trop souvent tendance à arrêter notre niveau de sécurité trop tôt. On se dit, un token, ça suffira, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et puis quand on commence à réaliser derrière que un vilain peut faire ci, un vilain peut faire ça, on se dit, oula, panique à bord. Et il faut tout de suite regarder ce qui est possible de faire. Je dirais que le conseil numéro 1, qui est presque une obligation, c'est utiliser HTTPS. Voilà, si vous avez des questions. Merci. Donc déjà, merci pour cette présentation-là. J'avais juste une question par rapport à sécuriser les API REST en général. Ça revient toujours à la problématique d'avoir une clé privée qu'il faut partager avec le serveur pour s'authentifier qu'on est le bon client. Ma question c'est, est-ce qu'il ne faut pas aussi s'intéresser à sécuriser cette clé privée que le client va avoir, surtout dans le cas des applications web? Alors complètement. Je ne l'ai pas dit. On parlait d'HTTPS qui permet déjà de faire en sorte que cette clé privée peut circuler sur le réseau sans être captée. Donc c'est pour ça que finalement on en arrive toujours à dire utiliser HTTPS. D'autre part, il ne faut pas oublier que le danger ne vient pas forcément que du réseau. Je vous donne un exemple typique, les logs. Supposons que vous fassiez circuler de l'information privée comme ça, par exemple dans l'URL. Votre serveur va stocker toutes ces informations-là dans des logs. C'est compromis, boum, ça y est, tout est là. Donc pour répondre à ta question, déjà HTTPS, effectivement toujours penser à où peuvent atterrir les données les plus sensibles. Et ne pas négliger ce qu'il y a en dehors du réseau. Et pour compléter l'exemple que je prenais tout à l'heure, du fait qu'il faut pouvoir changer rapidement et facilement de clé si jamais il y en a une qui est compromise. Et donc révoquer celle qui a été compromise.
Tu parlais des clés privées pour la signature. Tu fais bien une clé privée que tu gardes et que tu l'envoies pas. Tu utilises une clé publique sur le serveur. Complètement. Oui, non, bien sûr. On n'envoie pas la clé privée avec. Ouais, On s'en d'accord, on est sert d'accord. uniquement Mais pour sur le générer serveur, l'empreinte. ouais. Mais le serveur n'a pas la clé privée. Il a la partie publique uniquement. Juste pour Ah non, non, vérifier. il a la clé privée aussi. J'utilise les termes clé privée et clé publique, c'est Ah, c'est une symétrique c'est alors. pas, alors voilà, c'est pas les bons termes en réalité, c'est plutôt un raccourci que je fais parce que là-dessus on pourrait approfondir sur l'aspect symétrique, asymétrique. Éventuellement, je prends un cas beaucoup plus simple qui est symétrique. Il faut remplacer clé publique par clé d'API en réalité. Ok. Voilà, il n'y a pas de processus qui fait qu'on on verrouille la clé privée avec la clé publique et inversement. D'accord. Et Enfin, pas dans ce que je décris. ok. Et deuxième question, le JWT, le JSON Web Token, Oui. c'est le format de token, d'access token qui va être renvoyé par le au hôte, c'est ça? C'est un des formats possibles? C'est un des formats possibles. D'accord. Oui. Et il s'applique aussi au refresh token? Si l'API le décide, oui. D'accord. Ok. Tu dis que si le token est compromis, il faut le révoquer, sauf qu'un JSON Web Token, tu peux pas le révoquer. Si. Comment tu fais? Bah, il y a le JIT dedans, par exemple. Il y a le quoi? Le JIT, en fait, je vais revenir. J'arrive jamais à me souvenir. JTI, voilà, merci. JTI qui est en fait un identifiant de token. Donc tu le blacklistes en fait. On peut le blacklister, oui. Ouais, tu le révoques pas, tu le blacklistes. Du coup, tu fais une liste de tous les tokens que tu veux. Alors voilà. C'est très bien que vous signalez ça. Ce ne sont pas des solutions miracles et on peut très bien se retrouver à devoir stocker des tokens, rafraîchir des tokens, etc., etc. Là-dessus, en termes de sécurité sur des API comme ça, on a toujours, ce que je disais, en fait, un niveau où on décide d'aller et à un moment, on peut décider de s'arrêter. À nous de décider jusqu'où on veut aller. D'autres questions? Alors, merci pour le talk. Moi, j'ai une question par rapport. Donc, dans le cadre de O2, imaginons qu'on a une single page app. Oui. Et qu'on veut faire de l'O2, mais on veut donner des privilèges à cette app-là. Donc, on veut donner des rôles. C'est quoi tes recommandations au niveau de la sécurité parce que si on a une single page app, donc forcément c'est du JavaScript, on peut retrouver facilement les identifiants, l'app ID, l'app secret. Alors, déjà en termes de recommandations, en fait, c'est pas tellement moi qui fais des recommandations, c'est l'API qui fournit le service. C'est elle qui va décider, notamment via le scope, ce qui peut être donné comme information ou pas. Après, l'idée justement, c'est d'éviter la circulation de ce genre d'informations, et on en revient toujours à la même chose, HTTPS. Voilà. Évidemment, si de ton côté tu te mets à stocker des informations sensibles et que tu les laisses visibles par un moyen ou un autre, c'est toi qui es responsable. Donc, il y a pas Bien sûr, hôte, évite que, par exemple, tu utilises Facebook pour identifier un de tes utilisateurs, tu n'auras pas le mot de passe de Facebook de l'utilisateur, bien sûr. Justement, c'est tout le principe de hôte, c'est d'éviter ce genre de choses. Facebook va te renvoyer un token qui te permettra d'accéder à l'API. En fait, là, je parle vraiment au niveau de l'app. À cette app-là, on veut donner un privilège au niveau des rôles. Par exemple, accéder à certaines ressources. Je ne parle pas de l'utilisateur, en fait. Mais le secret, tu es obligé de le stocker quelque part. Tu le stockes dans le code source. Donc, n'importe qui désassemble ton app, il va retrouver le mécanisme avec lequel... D'où l'idée d'ailleurs de ce que j'ai expliqué, c'est de générer des clés. D'accord, donc... ouais. Par exemple, alors, oui. Ouais. Sachant que le scope, c'est au niveau utilisateur. L'utilisateur, il va déléguer l'utilisation de l'API à l'application. Et donc,
déjà, dès le départ, cette application, pour pouvoir utiliser l'API, généralement, il faut qu'elle s'enrôle auprès de l'API, auprès du fournisseur. Et quand elle arrive, elle dit « Ok, moi je suis l'application Tartampion ». Déjà, ça se trouve, elle est payante, l'API, donc il va falloir raquer en fonction du niveau que tu vas avoir. Et du coup, le fournisseur va aussi pouvoir te dire bah, « Toi, tu payes tant, donc tu as droit à tel set de fonctionnalités ». Et tu peux, même si toi, tu fournis ton API, tu peux dire « J'ai 3 versions différentes de mon application et chacune aura des droits différents ». Et ça marche à coup de scope. Le scope, c'est toi qui décides. Par exemple, si tu as une application bancaire, tu veux dire j'ai un scope lecture de base, donc tu as le droit d'accéder aux comptes, aux mouvements et tout. Puis après, tu as le scope, tu as le droit de faire des virements. Et donc, tu peux dire bah, j'ai une application ouverte à tout le monde, je ne sais pas quoi, elle a le droit de juste faire de la lecture. Et puis, j'ai une application plus high level qui, elle, a le scope virement. Donc, ça marche vraiment à coup de scope si tu fais de l'autre 2. Question. En fait, je suis pas sûr que ça réponde à ta question. Oui. Tu me diras si je me trompe et après on pourra continuer d'en parler. Tu parles de App Secret et de App Token, il me semble. Ouais. Et du coup, où est-ce qu'on met l'App Secret? Même si on fait une single page app, où est-ce qu'on met l'App Secret qui peut être vue par tout le monde? En fait, généralement, tu passes par le serveur. Voilà. Tu la mets dans le serveur, l'app fait un appel au serveur, qui fait l'appel à l'autre serveur en face. C'est une redirection de toute façon, le host. Donc tu passes par ton serveur à toi, qui host la single page app, qui redirige vers Facebook ou autre, et qui redirige vers ton app. Merci. D'autres questions? C'est pas vraiment une question, c'est juste une remarque par rapport à ce qui a été dit un peu au début. Le fait, à un certain moment, vous avez dit que on va essayer d'envoyer le mot de passe, le login et le mot de passe dans l'URL. Et après, comme amélioration, vous avez dit que pour améliorer cette façon de faire les choses, on va envoyer plutôt le hash que le mot de passe. Je pense que cette étape-là, ça n'introduit aucune amélioration. Parce que dans ce cas-là, le hash il devient lui-même le mot de passe. Ah mais complètement. C'est ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire qu'en fait, ça a l'air mieux comme ça, mais en réalité, ça l'est pas du tout. Et qu'à chaque fois, le vilain trouve un moyen, tout simplement parce qu'effectivement, ça remplace le mot de passe. La seule chose, alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire non plus. Pour la simple et bonne raison que si on stocke les mots de passe en clair dans une base de données, comme je l'ai dit, si elle est compromise, c'est open bar. D'autant plus que les utilisateurs, eux, ils réutilisent les mots de passe à tour de bras. Résultat des courses, si LinkedIn s'est amusé à stocker mon mot de passe en clair, je ne sais pas quel mot de passe j'ai utilisé, mais je pense qu'il va retrouver 2-3 trucs à droite à gauche. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas la solution optimum qu'il faut s'en dispenser. Ah oui, ok. Voilà. Merci. On pourra continuer à discuter après autour du buffet. Je pense qu'on va passer à Alex. Merci encore, Antoine. Merci.